Est-ce que vous connaissez ce mème-là ? Au fond de toi, il y a deux loups. Fabuleusement mis en dérision, à la base, c'est quelque chose qui me rappelle la dualité de l'homme. Ah ouais, ça fait genre je suis super instruit, mais en fait pas du tout. Mais si, vous voyez très bien de quoi je parle. Le loup en vous qui crie sus au capitalisme et le loup en vous qui appuie sur envoyer tweet depuis mon iPhone. Le loup en vous qui crie que le capitalisme c'est trop bien, mais le loup en vous qui conserve sa carte vitale. Le loup en vous qui devient militaire juste pour être dans une brigade de journalistes, bref, le truc de Carl Jung, vous savez. Et à la base, mon intro, elle devait jouer sur ces deux loups. Celui qui hante la piste et qui finira par hanter les rues. Mais, dans le cas de la BMW M3 GTR, il n'y a qu'un seul loup en elle. C'était celui qui voulait gagner. Peu importe le prix. Je vous ai plus d'une fois parlé de l'IMSA, que ce soit anecdotique, en mention dans la vidéo sur la 908 ou plus en détail dans la vidéo sur la Delta Wing, deux vidéos que vous devriez regarder juste après. L'IMSA de toute façon c'est un truc que vous connaissez aussi en règle générale aujourd'hui. C'est une organisation, pas dissimilaire à la NASCAR, vous verrez que l'exemple est pas mal choisi, fondée en 1969 par John Bishop, ancien responsable de la FIA et du SCCA, avec le soutien financier de Bill France Senior, le fondateur de la NASCAR, bravo. Le but était de créer un championnat professionnel de sport automobile axé sur les voitures de sport et de tourisme avec des règlements plus souples et un spectacle accessible au public américain. Bon, l'IMSA va encadrer énormément de catégories, de la Formule V, monoplace, moteur bicylindre en V, là, au prototype en passant par le GT, mais un jour, alors que tout ça est, on va pas dire bien huilé, mais huilé à minima, en 1998, il y a une course de 10 heures qui va être organisée sur un circuit sympatoche en Géorgie. Non pas le pays, sur la côte de la mer Noire, l'État de Géorgie, au nord de la Floride. Et avant que tu demandes, oui, la Floride, c'est la bite. Sur ce circuit de Road Atlanta va donc avoir lieu une course d'endurance organisée par Don Panos, personnage qu'on n'a plus besoin de présenter et qu'on a vaguement présenté dans la vidéo sur la Delta Wing. Et il va tenter et réussir l'exploit de ramener l'esprit Le Mans, l'esprit des 24 heures, aux États-Unis. La mayonnaise va si bien prendre que Panos, pour 99, annoncera un championnat en bonne et due forme, l'American Le Mans Series ou ALMS. Et je sais qu'aujourd'hui la LMS est l'Asian Le Mans Series, mais si je dis ALMS dans cette vidéo, je réfère à ce championnat défunt. Ce championnat, il est défunt aujourd'hui parce qu'il fusionnera plus tard avec le Rolex Sports Car Series pour devenir l'IMSA WeatherTech Sports Car Championship, si populaire aujourd'hui. Waouh, c'est tellement plus simple le IMSA WeatherTech Sports Car Championship que ALMS. Mais on va pas élaborer plus là-dessus, déjà parce que je vais juste rusher et vulgariser de trop une fusion extrêmement complexe, et d'autre part, on parle d'une BMW dont le spiel, c'est quand même qu'elle a participé à l'American Le Mans Series, donc c'est mieux d'en rester là. Et cette magnifique paire de chaussons, c'est l'idée de l'un d'entre vous. Merci C2FRE pour les travaux. Et merci à la personne qui a laissé genre un gros 20 balles de Super Thanks, parce que c'est le prix que ça m'a coûté sur DHgate. Merci les 5. Vous aussi, super thanksez les vidéos, boostez-les pour me permettre d'acheter des chaussures immondes. Et en ALMS, pour leur première saison en GT, BMW vont s'imposer avec une M3. Le problème, c'est que dès la seconde saison, Porsche va dominer sans merci. Et soucieux de faire pencher la balance de leur côté, conscients que chez Porsche, ils aiment bien casser les burnes avec leur coccinelle Evo++, les ingés de chez BMW M vont plancher sur une toute nouvelle GT. Mais du coup, c'est quoi M ? Puis en fait, à la limite, c'est quoi BMW ? BMW, ou comme on dit là-bas en Allemagne, BMW, et c'est la dernière fois que je le dis, c'est juste pour les fouilles-merdes qui vont me le reprocher si je le fais pas, est une marque allemande née en 1922, bien qu'on puisse retracer ses origines à 1913. Initialement concentré sur l'aviation, le constructeur bavarois va, en 1923, construire sa première motocyclette, la R32. Une moto avec un moteur à plat. C'est fou comment les Allemands insistent pour foutre des moteurs à plat là où il n'y a pas besoin de les mettre. BMW va ensuite produire des Austin 7 sous licence, des Dixie 315 qui deviendront des BMW 315, et puis ils designeront leur propre voiture, la 320. BMW va ensuite dans les années 30 s'étendre au marché de la voiture de sport avec la sublissime 328 qui s'imposera au Mille Miglia 1940. Dans le même temps, il va se passer un truc en Europe dont une mention un peu trop élaborée pourrait me valoir une démonétisation. Donc on va juste dire la Seconde Guerre mondiale, et BM va du coup se refocaliser sur les moteurs d'avion. D'ailleurs, quand on se penche sur l'histoire de BMW, il y a toujours un truc qui ressort, c'est le logo
le lien avec l'aviation et du coup le « Ah, mais c'est des hélices, enfin ça représente le... » Non. C'est un truc qui a été attribué à tort à cause d'une vidéo promotionnelle BMW et après eux, ils en ont joué. Mais les couleurs sont simplement celles du drapeau bavarois. Des couleurs qu'on retrouve aussi notamment dans le blason du Bayern de Munich. Il y a aussi plein de gens qui semblent penser que la période aviation de BMW ne s'étend pas plus loin que la Seconde Guerre mondiale et du coup l'associe systématiquement au régime de l'autre moustachu là. Alors c'est pas le cas pour le coup. Initialement on peut retracer les racines de BMW à la Bayerische Flugzeugwerke, une compagnie spécialisée dans l'aviation fondée en 1910 qui à la base s'appelait la Otto Flugmaschinenfabrik. Ja. Mein Auto ist grün. J'ai fait LV2 allemand, mais j'ai très peu de souvenirs. Bon, après, pendant la guerre, on va pas se mentir non plus, ça commettait les mêmes exactions que absolument toutes les autres usines avec les travailleurs forcés, quoi. Et d'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, en guise de pénalisation, on leur interdira de travailler sur quoi que ce soit de véhiculé, de motorisé. Et du coup, les boucs vont produire des casseroles et des vélos. En 1952, ils vont reprendre la production de voitures. Dans un premier temps, un échec commercial, la marque va se sauver d'elle-même avec la BMW 700. On va fast forward jusque dans les années 70. BMW est maintenant rentable, établie en tant que grande marque et va, en 1972, créer BMW Motorsport. Ou juste M. Le moyen le plus rapide de cramer de l'argent selon n'importe qui dans n'importe quel paddock, c'est la course automobile. Mais si vous demandez à ABM, ils auront une réponse un poil plus complète. Motorsport aujourd'hui, ou juste M, c'est un blason qu'on voit même sur les pires tas de merde jamais imaginés. Mais ce fut un temps, c'était, comme son nom l'indique, juste la division motorsport de BMW. Ou sport mécanique, avant qu'on me reproche encore de faire trop d'anglicisme. Ou germanisme, dans le cas présent, parce que motorsport. Sinon j'aurais dit motorsport. It's not the same shit. En 1972, Bob Lutz, un mec qui a eu un impact de baiser sa mère sur le monde de l'automobile, mais qui est moins connu que Lee Iacocca parce qu'il est pas dans Ford v Ferrari, va intimer au management BM que si c'est vachement bien que nos voitures sont déjà utilisées pour de la course un petit peu partout, c'est quand même vachement dommage qu'on n'ait pas un effort d'usine. Alors avec l'aide de Jochen Nierpach, je suis sûr, je l'ai super bien prononcé, ils vont créer une succursale performance sobrement intitulée Motorsport. Motorsport, avec ses 35 petits employés sous le bras, va commencer sobrement avec la BMW 3 CSL, et dérivée de la E9 qui, pour des tas de raisons d'homologation, va être lourdement modifiée dans le but de la rendre ultra compétitive. Tout ce qui pourra être allégé le saura, porte en alu, fenêtre en plexi, toute la mousse pour réduire les bruits de roulement va dégager et un package aéro ultra violent sera ajouté, tellement violent qu'il n'était pas autorisé sur route en Allemagne. Et du coup, BMW te vendait la voiture avec l'aileron dans le coffre pour que tu l'installes toi-même. Tout ça coûtait très cher et en plus le problème de la CSL c'est que c'est une E9 modifiée à mort, ce qui veut dire que dans le fond ça reste un compromis. Alors comme on a déjà vu ça plein de fois, M va décider carrément de produire une voiture de course et ensuite de l'adapter à la route pour des raisons d'homologation. Dans un coup qui devait être un coup de maître, BMW allait créer la M1, une voiture dont le moteur devait être réutilisé en Formule 1, une voiture qui serait déclinable en touring, rallye, groupe 5, fabriquée avec l'aide de Lamborghini. Bon ça c'est sur le papier, dans la vraie vie c'est 1000 fois plus complexe et la remise en contexte historique c'est déjà 60% de la vidéo. La M1 sera, toute proportion gardée, un échec au point où BMW devra créer sa propre série de courses pour que la voiture ait quelque part où rouler. M produira ensuite la M5, une berline luxe avec le moteur de la M1 et éventuellement la BMW E30 M3. Ah ben voilà, on se rapproche un peu du sujet de base, c'est pas mal. Dans les années 80, à cause de chocs pétroliers dont on a parlé dans 4 vidéos déjà, il va y avoir un shift assez massif dans le monde de l'automobile. Les grosses voitures lourdes et confortables vont être de moins en moins attirantes pour le grand public, friand de conserver sa moula. Au contraire, la popularité des petites voitures va monter, et comme l'être humain est une créature complexe faite de nuances et de couillonnisses, les gens vont commencer à bander sur des voitures plus petites et plus légères, mais quand même v'là rapides et pas si économes, mais quand même plus que les berlines de l'époque, mais quand même pas autant. Qu'est-ce qu'elle pourrait être? Genre, on va pas me faire croire que cette coccinelle en surpoids est plus économe que cette magnifique petite Peugeot. Mais qui je suis moi pour vous dire quoi aimer? J'influence personne, buvez Oli Energy. Chaque commission Oli Energy dans ma poche, c'est une blague de moins sur Porsche. Et en plus Oli ils sont allemands. Donc quelque part, il y a un juste retour karmique des choses. Un truc marrant, c'est que dans les années 80, en comparaison de Mercedes, Audi et Porsche, BMW, c'est déjà des gros has-been. Persistent dans la direction des voitures lourdes, des grosses berlines qui consomment, alors qu'arrive le championnat DTM. Et leur catalogue,
Bah du coup, il n'y a rien d'assez perfo. Étant donné que les règles du DTM sont calquées à peu de choses près sur celles du groupe A, BM a un gros problème, ils ont pas de voiture. Donc là, c'était un poil compliqué de faire des fifrelins comme Lancia ou Peugeot ou n'importe quelle marque engagée en groupe B à l'époque, parce que le minimum de véhicules était fixé à 5000. Alors je sais pas si c'est produit ou vendu, mais si t'en produis 5000, t'espères en vendre quelques-uns quand même? Bon, BM avait pas le choix, du coup ils ont fait rouler la 635 CSI qui est incroyablement belle et qui en plus va gagner le championnat 84. Mais le DTM est pour l'instant assez peu sérieux. La concu c'est une brique suédoise qui gagnera l'année d'après ou un Rover Vitesse qui, malgré son nom français, est un beau tas de merde bien anglais. Mais quand Merco rejoint en 86 avec une Masterclass ou Meisterclass nommée 190E, chez BMW on n'a pas le choix, il faut réagir. Alors chez Motorsport, on va prendre la petite mais sympathique 325i et la transformer en une des voitures les plus iconiques de l'histoire de l'automobile, la M3. La seule chose commune avec la 325, ce sera le châssis, tout le reste va changer. Suspension, frein, boîte de vitesse, si bien que finalement, en pièces détachées exactes prises de la 325, on trouve le capot, quelques panneaux de porte. C'est pas mal, hein? Surtout que même les éléments de châssis vont bouger, ils vont pas rester fixes. Tu sais, genre les montants de pare-brise notamment, ils vont être repliés, entre guillemets, légèrement vers l'arrière, pour pouvoir incliner un peu plus le pare-brise, pour avoir des gains aérodynamiques. C'est une autre bagnole, hein, mais à la base, ça reste, on va dire qu'ils sont pas partis d'une feuille blanche, et quelque part en dessous, il y a une 325. Loin en dessous, mais on promis, il y a une 325. Mais ce qui m'excite le plus, c'est leur moteur. Parce que d'une, le BMW M10, le bloc qui sera mis dans la voiture, c'est le bloc à la piste qui poussait 1000 chevaux en Formule 1. Et de deux, Paul Roth, je suis persuadé d'avoir bien prononcé son nom lui aussi, le même mec derrière le moteur de la M1 s'est repenché dessus. Léger, fiable, tant qu'il ne pousse pas 1500 chevaux quoi, et avec des pièces issues du moteur qui plus tard motorisera la M5, le nouveau moteur BMW S14 sera une véritable pépite. Et à la surprise générale des comptables BMW, la voiture sera un succès, pas juste sur la piste, mais commercial. La BMW M3 E30 est déjà une icône, une des spéciales d'homologation les plus civiles qu'on ait jamais vues. Et elle est bien plus responsable de la canonisation du badge M que la M1. Même si c'est clairement sa petite sœur, la E36, qui va se charger de donner à moult gens une fascination pour BMW, parce qu'elle était très luxueuse, elle était très routière, et elle avait le 6 cylindres Atmo, mais là je nique ma narration, donc on va hein. Au travers des âges, la M3 va évoluer, et ça nous amène doucement mais sûrement à la M3 E46, sortie au début du nouveau millénaire. 338 chevaux d'un 6 cylindres Atmo, 0 à 100 en 5 secondes 2, différentiel à blocage variable, boîte robotisée à palette en option, 1 tonne 5 et jusqu'à 289 km/h. À mes yeux, la BMW la plus cool de tous les temps avec la M5 V10. Mais chez BMW, on est toujours extrêmement soucieux. Premièrement, soucieux de soulever vos darons avec le couple du moteur, et ensuite de soulever la concu avec le poids de leur réussite. Alors on veut amener la E46 un peu plus loin, on ne veut pas s'arrêter là. Fou, on en arrive enfin au sujet de la vidéo, c'est pas mal, hein. Je suis vraiment désolé, Likata, que t'as attendu aussi longtemps pour finalement un edging de 80% de la vidéo en contexte historique et tiens, voilà les peu d'informations que j'ai trouvées sur la GTR elle-même. Début 2000, si vous vouliez gagner en GT, la voiture à avoir, c'était la 996 GT3 RSR. Alors note à part, je l'appelle comme ça parce que si je l'appelais juste 911 GT3 RSR, ce qui est déjà un nom de merde, la majorité d'entre vous qui vont vouloir approfondir les recherches, et je vous rappelle que ces vidéos sont surtout là pour ça, hein, je suis jamais exhaustif dans mes vidéos, ce serait trop dur, et les vidéos seraient trop longues et pas rentables. Du coup, si vous tapez 911 GT3 RSR dans vos recherches, vous risquez de tomber sur le modèle après 2017. Après, vous pouvez mettre le numéro que vous voulez, ça reste une putain de coccinelle. Mais c'est pas parce que je l'aime pas que je suis incapable de l'admettre, c'était la voiture à avoir si tu voulais gagner fiable, équilibrée malgré un moteur en porte-à-faux arrière et performante, c'était la GT définitive. Et pour contrer la coccinelle chez BMW, on va pas faire les choses à moitié. On va caser un gros V8 de 4 litres qui fait 500 chevaux dans la baie moteur d'une M3. Le châssis, bien sûr, il va falloir le revoir pour accommoder les bestiaux. Grosse portion des plastiques va être remplacée par de la fibre de carbone ou par des polymères infusés de carbone. Les voies vont être élargies, on va mettre un gros kit aéro, madame, monsieur, et tout ce qu'il y a entre les deux, la BMW M3 GTR. Alors bien évidemment, pour
pour répondre aux besoins du règlement, une spéciale d'homologation naîtra pour ce programme, la M3 GTR Strassenversion. Limité à pas 1, pas 2, pas 3, mais 10 exemplaires. Ouais. Une version qui n'avait ni clim, ni radio, un intérieur cru. Bref, un petit peu comme mon rig pour une fois, sauf que moi j'ai la clim, quoi. C'est en 2001 que la M3 GTR sera introduite en ALMS. Et ouais, ils ont pas fait semblant. Dès sa première apparition à Sebring, elle domine. Le rythme est supérieur, la fiabilité inégalée, les Porsche sont tout simplement largués. J'aurais bien fait une operating history de la voiture, mais c'est plus simple de vous dire que sur 10 courses, elle en aura gagné 7. Une perf monumentale pour une voiture toute jeune, pas encore prouvée, surtout quand on remet en contexte que chez Porsche, on n'a pas l'habitude qu'on nous tienne tête. Mais là, BMW leur a pas juste tenu tête, ils les ont laissés à l'arrêt. La voiture paraissait globalement intouchable, fiable et même un poil trop bonne pour être légale. Après, mettez-vous à la place de Porsche une seconde. Hein. Votre coccinelle suringénierée, là, peu importe où vous allez avec, vous gagnez. Vous savez exactement quoi faire pour gagner une course d'endurance. Vous avez ça dans le sang. Vous savez faire une bonne voiture, mais là, vous avez un concurrent direct qui débarque avec une autre voiture. Une voiture pas prouvée, toute jeune, toute neuve. Vous savez exactement comment gagner, vous le faites depuis des années, vous savez quel rythme appliquer. Et là, il y a les nouveaux, ils arrivent. Et en course, ils maintiennent un rythme que vous arrivez même pas à taper en qualif. Et bien évidemment, cette année-là, c'est un équipage BMW qui sera titré. Et, peut-être très logiquement, derrière ça, il y aura des plaintes. Des plaintes de Porsche, bien sûr, mais des plaintes aussi d'équipes privées. Tout équipé par Porsche. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui pensent que Porsche était tout simplement de mauvaise foi, incapable de créer une voiture aussi rapide que la BMW et atterré face à 7 victoires sur 10 courses, un titre pilote pour Jörg Müller, un titre constructeur pour BM et la claque monumentale qu'ils ont prise dans la gueule alors qu'ils étaient jusque-là les maîtres du GT. Mais une fois n'est pas coutume, je vais me faire l'avocat du diable. Parce que je pense que Porsche était largement capable d'aller sortir un moteur de derrière les fagots et eux aussi d'avoir un rapport poids-puissance qui propulse sa voiture dans une autre dimension. Parce que la raison que Porsche a invoqué auprès de la LMS et de la CO, c'est que la M3 GTR n'était pas une voiture de série, c'était un prototype qui se déguisait en voiture de série. Et ils ont totalement raison, hein. La M3 GTR Strassenversion, c'est une homologation spéciale typique de ce qu'on faisait au groupe B à l'époque. On prenait une voiture qui était civile, qui était très bien, il n'y avait pas de problème, elle était plan-plan, même pas forcément haute performance. On en faisait une version monstrueuse, comme la 205 TSS, j'ai fait une vidéo dessus, allez voir. Une version qui avait plus rien à voir avec la version civile de base, hein. Moteur central, les panneaux en fibre de verre, les fenêtres en plexi, moteur qui faisait un boucan d'enfer. On en faisait tout pile le nombre nécessaire pour rentrer dans les clous du règlement. C'était bon. Quand tu compares cette M3 GTR Strassenversion à la première M3, qui elle aussi est une voiture d'homologation, hein, bah ça fait chier. Ça fait chier parce que la M3 GTR, elle est crue, t'as pas envie de la conduire au quotidien. Puis elle avait un autre gros problème. C'était son prix. Parce que la Strassenversion, les 10 Strassenversions qu'il y avait, étaient pricées à 250 000 €. C'était pas vraiment pour monsieur, madame, tout le monde, c'était pas vraiment le prix pour un daily. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans Gran Turismo 4, hein. T'imagines pas la gueule de la comptable quand je vais lui faire passer un ride en M3 GTR Strassenversion en frais de société. Les protestations de Porsche alliées à la grogne d'autres équipes ont contribué à mettre la pression sur les organisateurs pour qu'ils resserrent les règles d'homologation. Et s'il est vrai qu'initialement la M3 GTR satisfaisait les demandes du règlement, les instances décisionnaires, soucieuses de conserver l'aspect touring dans la catégorie GT, vont se pencher en détail là-dessus et pour 2002 introduire un règlement plus strict, augmentant le minimum d'homologation, non pas à 10 unités,
mais à 100, et demandant à ce que les moteurs soient strictement les mêmes que la version de production avant préparation. Évidemment, c'est le clou dans un cercueil qui va être mis à feu pour BMW. Et pendant que Porsche va poursuivre la LMS, BMW va devoir ranger la M3 GTR dans un carton. Un bon gros carton de la taille du Nürburgring, puisqu'ils vont gagner 2 fois les 24 heures là-bas, mais son statut de Mafra de la course a fait d'elle la voiture la plus recherchée. Ou, si vous me permettez un anglicisme, The Most Wanted. Ce que vous venez d'entendre, ça va être le cri de ralliement de ma génération. Hein. Tout le monde dans la cour de récré avait un NFS préféré avec une voiture préférée. Et si t'avais des petits cons comme moi qui préféraient Undercover sur PS2. Et je vous jure que ça n'avait rien, mais alors rien à voir avec ma Geek You, hein. La Clio V6. Oui, c'est la Clio V6. L'ultra majorité des gens n'avaient Dieu que pour la BM de Most Wanted. Ou Most Wanted, comme ça disait à l'époque dans la cour. Et non seulement ça fait un sens fou, parce que c'est la meilleure caisse du NFS le plus populaire, mais aussi c'est une caisse que tu roules au début du jeu. Tu passes de ça à une shitbox quasiment tout de suite, on te la raye, on te la vole. Oui bon, je sais que techniquement la voiture elle est pariée, mais la panne, elle est provoquée. Razori triche, donc c'est pareil, c'est du vol. L'attachement psychologique pour le jeune joueur influençable que nous étions, il est ouf. Soudainement, tu veux récupérer cette voiture qui voulait rien dire pour toi il y a encore 1 heure de jeu. Et c'est comme ça que des vocations se créent, c'est comme ça qu'on devient fan. Pour en revenir à la M3, à cette M3 bleu et argent, vous savez pourquoi elle est dans le jeu? Vous savez pourquoi c'est cette BM là et pas une autre? Son côté mythique peut-être, le fait que c'est carrément une voiture de course, parce que c'est pas la Strassen version, hein, là c'est clairement la BMW M3 GTR de course. Peut-être que c'était un des devs qui avait un faible pour la voiture, ou... C'est parce que pendant très longtemps, BMW, quand ils vendaient leur accord de licence, ils interdisaient la modification de leur véhicule. Il y a plein de manufacturiers qui font ça. Toyota et Honda ont fameusement eu des craintes quant aux dépictions de leurs voitures dans des jeux de course de rue. Ferrari est fameusement relou avec toute leur apparition in-game. Souvenir de GT5 avec des Formule 1 qu'on pouvait pas comparer à d'autres voitures in-game parce que tu pouvais pas faire la course sauf si c'était contre la même voiture. Il y a même des trucs plus spécifiques avec Mercedes AMG Petronas qui avait interdit l'utilisation de l'éditeur de livret dans Gran Turismo Sport pour leur Mercedes de Formule 1 de 2017. Je sais plus c'est quoi ça, W08. Et on les comprend parce qu'on se serait rapidement retrouvé avec toute la grille 2017. Hein. Mais alors très vite sur le livery showcase. Je crois que sur iRacing il y a un truc similaire. Peut-être que c'est contournable avec Trading Paint, mais je suis pas sûr. Je ne touche pas à la drogue, donc je ne touche pas à iRacing. Le système d'abonnement mensuel, c'est mal, vous voyez. Et dans le cas d'NFS, apparemment, il y avait une Mini Cooper contemporaine au jeu qui devait être ajoutée dans Most Wanted. Mais, Mini faisant partie du groupe BMW, la voiture aurait dû rester stock, excepté pour des options de couleur. Et c'est pas très Need for Speed, ça. Enfin, pas très Need for Speed dans un monde où tu gardes que les jeux après Underground. Parce qu'avant Underground, il n'y avait pas de modification, c'était majorité de voitures de série et de supercars d'ailleurs. Du coup, ils ont rajouté une BMW de course, parce que c'est clairement pas la Strassen version. D'ailleurs, je crois, faudra me dire, je sais pas si ça a été coupé, ou si c'est exclusif à l'édition... Il y a une Black édition de NFS Most Wanted, je m'en souviens très bien. Et je suis pas sûr s'il y a la Strassen version dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que on a donc mis dans NFS Most Wanted la BMW M3 GTR de course, que ce soit pour son visuel, ses perfs ou les deux, parce que c'est vrai que ça fait plus tuning à la Need for Speed d'avoir un énorme béquet comme ça derrière, parce qu'on pouvait tout simplement pas modifier les voitures. Et c'est marrant que ce soit du coup dans un Need for Speed que cette caisse trouve refuge, parce que Need for Speed, à l'époque, c'était édité par Electronic Arts. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais la raison pour laquelle je mets une temporalité, c'est qu'à l'époque, Electronic Arts étaient les seuls à posséder la licence Porsche. Et c'est pour ça que dans Gran Turismo, c'était des refs. C'est parce qu'on n'avait pas la licence Porsche, en fait. Du coup, fallait passer par un préparateur tiers. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que dans le jeu, il y a une 911 Carrera. Donc même dans le jeu... Porsche se faisait brouter le cul par BM. Tu peux pas l'écrire. C'est... Oh, la divine ironie. Évidemment, ce sera pas la dernière apparition de la M3 GTR dans Need for Speed. Bien sûr, elle est dans Carbone, elle a aussi été ramenée en tant qu'easter egg / full théorie du complot dans d'autres jeux qui ont suivi. C'est une voiture iconique, une voiture qui a fait vibrer les foules et une voiture qui aurait rapidement été détestée si sa domination dans le sport n'avait pas été coupée si courte. Une voiture qui aurait peut-être pas l'aura qu'elle a aujourd'hui si elle n'avait pas fini dans un Need for Speed. En définitive,
que ce soit sur la piste ou dans les rues de Rockport, la M3 GTR, les règles, ça a jamais vraiment été son fort. Et si elle est restée moins longtemps qu'un souffle, elle est restée suffisamment longtemps pour devenir immortelle.